Donc il y a un homme qui a changé ma vie, il s'appelle Gambat. Lui, il est éleveur de rennes, il vit dans la taïga, en Mongolie, et sa vie est assez simple en fait, hein, puisque effectivement, il fait des transhumances en permanence, donc ado de rennes, c'est un des rares sur la planète. Il passe son temps à changer d'habitat, donc il a une petite tente comme ça, il transporte pas grand chose. Et un jour comme ça, il m'a pris presque par le col de manière virtuelle, parce qu'il me dit alors on n'est pas bien là? Et on était en train de faire un feu, on venait de faire partir les loups qui pouvaient manger ces rennes. Et donc c'était évidemment pas banal. Et quand il me parle à moi, je me suis rendu compte qu'il parlait à tous mes amis, qu'il parlait à tous ceux que je connaissais dans le monde occidental. Il parlait pas qu'à moi en fait. Et il me dit alors on n'est pas bien là? De quoi on a besoin? Waouh, sacrée question. Et il me dit mais c'est ça le bonheur. Regarde, on est là, on profite de l'instant présent. Et là, physiquement, il a son langage corporel, comme ça, il s'allonge par terre. Et il me dit, vas-y, étale-toi, mets-toi bien, etc. Et je me sentais coincé, en fait. Et je me sentais anxieux, en fait. Et je me sentais beaucoup moins libéré que lui. Donc, ce qui était fascinant, c'est que cet homme-là savait pas que j'étais en train de m'interroger sur toutes ces questions. Lui, il me raconte que les moments les plus heureux de sa vie, c'est quand il part seul dans la forêt avec un renne et une théière. Et je me rends compte qu'en fait, il est pas en train de faire semblant, quoi. Il est en train de parler d'un ressenti, un contentement que moi je connais pas. Assez rapidement, j'ai fait l'expérience de ce qu'il racontait. C'est-à-dire que j'ai été seul, parce que j'avais beaucoup voyagé, mais pas seul. J'ai été seul, dormir dans la nature, et comme il le faisait lui, en fait. Hein. Et moi, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais évité d'être seul, parce que au fond, je passais mon temps à m'intéresser aux autres. C'était sans doute pour pas m'intéresser à moi-même. J'étais toujours dans l'action. Alors j'avais plein de satisfaction, mais j'étais plus dans le faire que dans l'être. Et donc je me suis rendu compte en fait, grâce à Gambat, que je fuyais quelque chose. Et je fuyais les émotions négatives. C'est-à-dire qu'au fond, comme nous tous, j'avais peur, je sais pas, si j'étais seul, je pense, hein, je le dis maintenant parce que maintenant j'adore ça, mais je le dis rétrospectivement, je pense que j'avais peur en étant seul, je sais pas, d'être submergé par une tristesse, des émotions du passé, par des peurs. J'ai découvert que être dans l'instant présent, comme il me le recommande, en fait, j'y arrivais pas. Et puis j'ai découvert même grâce à des neurologues que c'est pas très naturel pour nous les humains d'être dans l'instant présent. En fait, notre cerveau, notre cortex préfrontal passe son temps à organiser les choses, etc. On a je sais plus combien de pensées à la minute. Et donc j'ai suivi un entraînement intensif. Alors au début ça se présentait comme un truc anti-stress, ça tombait bien, moi j'étais quelqu'un de très anxieux, qui avait du mal à apprécier l'instant présent parce qu'il passait son temps à penser aux soucis d'après. Et puis en fait, ce qu'on m'avait pas annoncé tout de suite, c'est que c'était de la méditation. Alors moi la méditation, je faisais partie de ceux qui confondaient la méditation et la lévitation. Donc c'était quelque chose qui me concernait pas. En gros pour moi sur Terre il y avait les gens qui étaient dans l'action, et puis des gens qui pouvaient passer du temps à méditer devant un poster de Bouddha. Alors j'avais choisi l'action. Et puis j'ai découvert en fait qu'on pouvait être encore mieux dans l'action. Et donc la méditation, c'était simple, c'était de la météo intérieure. C'est-à-dire que moi, avant de sortir comme tout le monde, je regarde le temps qu'il fait dehors pour me couvrir s'il pleut, etc. Et la méditation, finalement, c'est une méditation laïque. Alors j'y tiens beaucoup en fait. Hein. C'est une technique qui a été aux États-Unis propagée par un garçon qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui est un scientifique, et en France par un homme qui s'appelle Christophe André, qui est un psychiatre. Donc c'est important pour moi qu'il ait plein de diplômes. J'avais pas envie d'un truc trop barré, j'avais pas envie de faire confiance à n'importe qui. Et j'ai découvert cette technique. Mais c'est vraiment une technique qui demande de l'entraînement. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit pas de savoir comment ça marche. Moi j'ai plein de potes qui ont des abdos incroyables, ils m'expliquent comment ça marche, et j'ai beau savoir, j'ai pas les abdos. Parce que je fais pas l'expérience. Donc, j'ai commencé à faire les expériences de la méditation et j'ai été très loin puisque je me suis retrouvé à faire une semaine de silence. C'est-à-dire une semaine pour aller à l'intérieur de soi. Alors, c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue et du coup, ça change toute la perception du réel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle le réel, c'est nos perceptions. Il n'y a pas que notre regard, mais il y a plein de sens. Notre ressenti, on fait pas très attention à notre ressenti. Moi, j'étais plutôt un cérébral. Alors, j'ai pas dit un intellectuel, mais un cérébral. Et je faisais pas assez confiance à mon intuition, à mon ressenti. Et depuis que je fais confiance à mon ressenti, alors ma vie, elle est plus chouette. Parce que d'abord, vous faites le tri. Les gens toxiques, il y en a plein autour de nous, on s'en rendait pas compte. Des activités toxiques. Et il y avait des tas de trucs où je me sentais pas bien, mais je croyais qu'il fallait faire ceci ou qu'il fallait faire cela. Et puis surtout, la perception du monde, c'est ce que je ressens à l'instant T. J'ai compris qu'il n'y avait pas autre chose.
J'ai compris qu'en fait, le passé n'existe pas, on peut y aller ensemble, enfin voilà, à part dans les films, on sait pas faire. Le futur n'existe pas, et le seul truc qui existe, c'est ici et maintenant. Alors du coup, qu'est-ce qui est important? C'est ici et maintenant. C'est aussi basique et presque... c'est implacable en fait. Et donc du coup, j'ai vécu cet entraînement à être dans l'ici et maintenant. En fait, je me suis rendu compte qu'avant, je passais mon temps à fuir mes émotions négatives, alors par tous les moyens, hein, boire un coup, faire la fête, aller au cinéma, etc. Alors que là, j'avais plus envie de les fuir, j'avais envie juste de les observer. Parce qu'en fait, les chercheurs ont expliqué que quand on observe une émotion, c'est comme, ça s'appelle la diffusion. C'est presque à la désactive. Observer ce qu'on ressent, et pas le fuir. Donc ça, pour moi, ça a été extraordinaire. Ça apprend tout simplement à se recentrer, à savoir qui on est, et un peu plus, évidemment, c'est un chemin. Et puis ça apprend surtout à faire... Moi, ça m'a appris à faire attention à mes besoins. C'est-à-dire, c'est quoi mes vrais besoins? En fait, on se rend compte qu'ils sont pas énormes. C'est pas énorme. Et cette méditation vous promet pas le bonheur ni la fin de la souffrance. La méditation laïque que j'ai découvert, moi, ça m'a promis juste l'idée que quand ça allait pas bien, je devais observer ce que je ressentais. C'est tout. Se recentrer sur l'instant présent, moi, ça m'a appris à me sentir bien. Alors, ça peut paraître égoïste. Et puis, les chercheurs m'ont expliqué un truc incroyable. Vous savez, quand on prend l'avion, moi j'avais été choqué la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 20 ans, parce que on nous dit, en cas de dépressurisation, eh bien, les masques à oxygène vont tomber. Et la consigne qu'on nous donne, c'est vous d'abord, avant d'aider qui que ce soit. Et je me souviens, la première fois que j'ai entendu ça, je dis, ah bah super, moi d'abord, les autres, on s'en fout. Mais c'est une métaphore sur la vie. Comment vous voulez aider les autres si vous n'allez pas bien? Donc je me suis senti moins coupable de m'occuper de moi. L'autonomie, c'est à la fois la direction qu'on peut se donner, mais c'est également la limitation qu'on peut se donner. Ce rythme de vie malade, consumériste, dépressif. Je parle aux gens qui sont plus âgés que moi. Vous avez peut-être un souvenir d'une société où même si les conditions matérielles pouvaient être un peu plus dures, mais peut-être vous rappelez-vous d'une société qui portait un peu plus de joie de vivre. Vous savez, j'ai eu un choc dans ma vie, un choc terrible. Quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai rencontré dans son pays, au Cambodge, pays auquel je suis extrêmement attaché, le dénuement et le bonheur de ces gens m'ont mis dans des abîmes de perplexité. Comment peuvent-ils souffrir autant et sourire autant? Et pourquoi je fais tout le temps cette gueule d'enterrement? Et je vous englobais tous, sans vous connaître à titre personnel, mais à titre de peuple, c'est vrai qu'on fait la gueule, nous les Européens de l'Ouest. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été cassé? Qu'est-ce qui est cassé en nous? C'est que nous n'avons plus ni autonomie ni autolimitation. Nous sommes actés de l'extérieur. Et c'est contre ça que ce qui nous anime tous, sans qu'on puisse le verbaliser, est une sorte de sentiment. Le général de Gaulle le disait bien, à la fin des fins, la dignité des hommes se révoltera. Et objectivement, c'est ce qui parle souvent à travers vous. Plus, la plupart d'entre vous, vous vous êtes opposés plutôt par les tripes et par le cœur que uniquement par un réflexe de pensée, vu que les intellectuels restent assis généralement. C'est à ça qu'ils servent. C'est horrible, hein? Mais objectivement, c'est ça qui parle à travers vous aussi. C'est ce sentiment de vouloir juste être maître chez vous et de vous. Du moins, je pense que c'est l'expérience que m'ont offert la plupart des gens que j'ai vus à travers ce combat. Et je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être pas tous, je ne me permettrai pas, vous correspondez aussi à ça. Pourquoi continuer? Parce que aussi, et ça je m'adresse particulièrement à ceux de ma génération, vous allez avoir une chance. Que nos anciens, ceux qui avaient 20 ans en 70, donc ceux qui sont en 1950, n'ont pas pu avoir. L'Occident est en train de craquer. Et d'un côté, c'est notre chance. Je m'explique. C'est que l'Occident est un mythe et le nom de plume, comme le disait très bien Régis Debray, de l'OTAN et aujourd'hui de l'Amérique. Et la solidarité occidentale est en train d'engluer notre pays depuis les années 70. Or aujourd'hui, l'Occident s'affaiblit. En effet, il s'agit uniquement de produire le plus possible. On se soucie peu de la qualité.
C'est la quantité seule qui importe. Nous revenons une fois de plus à la même constatation que nous avons déjà faite en d'autres domaines. La civilisation moderne est vraiment ce qu'on peut appeler une civilisation quantitative, ce qui n'est qu'une autre façon de dire qu'elle est une civilisation matérielle. Si l'on veut se convaincre encore davantage de cette vérité, on n'a qu'à voir le rôle immense que jouent aujourd'hui dans l'existence des peuples, comme dans celle des individus, les éléments d'ordre économique. Industrie, commerce, finance, il semble qu'il n'y ait que cela qui compte, ce qui s'accorde avec le fait déjà signalé que la seule distinction sociale qui ait subsisté est celle qui se fonde sur la richesse matérielle. Il semble que le pouvoir financier domine toute politique, que la concurrence commerciale exerce une influence prépondérante sur les relations entre les peuples. Peut-être n'est-ce là qu'une apparence, et ces choses sont-elles ici moins de véritables causes que de simples moyens d'action, mais le choix de tels moyens indique bien le caractère de l'époque à laquelle ils conviennent. D'ailleurs, nos contemporains sont persuadés que les circonstances économiques sont à peu près les uniques facteurs des événements historiques, et ils s'imaginent même qu'il en a toujours été ainsi. On est allé en ce sens jusqu'à inventer une théorie qui veut tout expliquer par là exclusivement, et qui a reçu l'appellation significative de matérialisme historique. On peut voir là encore l'effet d'une de ces suggestions auxquelles nous faisions allusion plus haut, suggestions qui agissent d'autant mieux qu'elles correspondent aux tendances de la mentalité générale. Et l'effet de cette suggestion est que les moyens économiques finissent par déterminer réellement presque tout ce qui se produit dans le domaine social. Sans doute, la masse a toujours été menée d'une façon ou d'une autre, et l'on pourrait dire que son rôle historique consiste surtout à se laisser mener, parce qu'elle ne représente qu'un élément passif, une matière entre guillemets, au sens aristotélicien. Mais aujourd'hui, il suffit pour la mener de disposer de moyens purement matériels, cette fois au sens ordinaire du mot, ce qui montre bien le degré d'abaissement de notre époque, et en même temps, on fait croire à cette masse qu'elle n'est pas menée, qu'elle agit spontanément et qu'elle se gouverne elle-même, et le fait qu'elle le croit permet d'entrevoir jusqu'où peut aller son inintelligence. Pendant que nous en sommes à parler des facteurs économiques, nous en profiterons pour signaler une illusion trop répandue à ce sujet et qui consiste à s'imaginer que les relations établies sur le terrain des échanges commerciaux peuvent servir à un rapprochement et une entente entre les peuples, alors qu'en réalité, elles ont exactement l'effet contraire. La matière, nous l'avons déjà dit bien des fois, est essentiellement multiplicité et division, donc source de lutte et de conflits. Aussi, qu'il s'agisse des peuples ou des individus, le domaine économique n'est-il et ne peut-il être que celui des rivalités d'intérêts. En particulier, l'Occident n'a pas à compter sur l'industrie, non plus que sur la science moderne dont elle est inséparable, pour trouver un terrain d'entente avec l'Orient. Si les Orientaux en arrivent à accepter cette industrie comme une nécessité fâcheuse et d'ailleurs transitoire, car pour eux elle ne saurait être rien de plus, ce ne sera jamais que comme une arme leur permettant de résister à l'envahissement occidental et de sauvegarder leur propre existence. Il importe que l'on sache bien qu'il ne peut en être autrement. Les Orientaux, qui se résignent à envisager une concurrence économique vis-à-vis de l'Occident, malgré la répugnance qu'ils éprouvent pour ce genre d'activité, ne peuvent le faire qu'avec une seule intention, celle de se débarrasser d'une domination étrangère qui ne s'appuie que sur la force brutale, sur la puissance matérielle que l'industrie met précisément à sa disposition. La violence appelle la violence, mais on devra reconnaître que ce ne sont certes pas les Orientaux qui auront recherché la lutte sur ce terrain. Du reste, en dehors de la question des rapports de l'Orient et de l'Occident, il est facile de constater qu'une des plus notables conséquences du développement industriel est le perfectionnement incessant des engins de guerre et l'augmentation de leur pouvoir destructif dans de formidables proportions. Cela seul devrait suffire à anéantir les rêveries pacifistes entre guillemets de certains admirateurs du progrès entre guillemets moderne. Mais les rêveurs et les idéalistes entre guillemets sont incorrigibles, et leur naïveté semble n'avoir pas de borne. L'humanitarisme entre guillemets qui est si fort à la mode ne mérite assurément pas d'être pris au sérieux, mais il est étrange qu'on parle tant de la fin des guerres à une époque où elles font plus de ravages qu'elles n'en ont jamais fait, non seulement à cause de la multiplication des moyens de destruction, mais aussi parce que, au lieu de se dérouler entre des armées peu nombreuses et composées uniquement de soldats de métier, elles jettent les uns contre les autres tous les individus indistinctement, y compris les moins qualifiés pour remplir une semblable fonction. C'est là encore un exemple frappant de la confusion moderne, et il est véritablement prodigieux, pour qui veut y réfléchir, qu'on en soit arrivé à considérer comme toute naturelle une levée en masse ou une mobilisation générale, que l'idée d'une nation armée
ait pu s'imposer à tous les esprits, à de bien rares exceptions près. On peut aussi voir là un effet de la clairvoyance à la seule force du nombre. Il est conforme au caractère quantitatif de la civilisation moderne de mettre en mouvement des masses énormes de combattants. Et, en même temps, l'égalitarisme, entre guillemets, y trouve son compte, aussi bien que dans des institutions comme celle de l'instruction obligatoire, entre guillemets, et du suffrage universel, entre guillemets. Ajoutons encore que ces guerres généralisées n'ont été rendues possibles que par un autre phénomène spécifiquement moderne, qui est la constitution des nationalités, entre guillemets, conséquence de la destruction du régime féodal d'une part, et, d'autre part, de la rupture simultanée de l'unité supérieure de la chrétienté, entre guillemets, du Moyen-Âge, et, sans nous attarder à des considérations qui nous entraîneraient trop loin, notons aussi, comme circonstance aggravante, la méconnaissance d'une autorité spirituelle pouvant seule exercer normalement un arbitrage efficace, parce qu'elle est, par sa nature même, au-dessus de tous les conflits d'ordre politique. La négation de l'autorité spirituelle, c'est encore du matérialisme pratique, et ceux mêmes qui prétendent reconnaître une telle autorité en principe, lui dénient en fait toute influence réelle et tout pouvoir d'intervenir dans le domaine social, exactement de la façon qu'ils établissent une cloison étanche entre la religion et les préoccupations ordinaires de leur existence, qu'il s'agisse de la vie publique ou de la vie privée. C'est bien le même état d'esprit qui s'affirme dans les deux cas. En admettant que le développement matériel ait quelques avantages, d'ailleurs à un point de vue très relatif, on peut, lorsqu'on envisage des conséquences comme celles que nous venons de signaler, se demander si ces avantages ne sont pas dépassés de beaucoup par les inconvénients. Nous ne parlons même pas de tout ce qui a été sacrifié à ce développement exclusif, et qui valait incomparablement plus. Nous ne parlons pas des connaissances supérieures oubliées, de l'intellectualité détruite, de la spiritualité disparue. Nous prenons simplement la civilisation moderne en elle-même et nous disons que si l'on mettait en parallèle les avantages et les inconvénients de ce qu'elle a produit, le résultat risquerait fort d'être négatif. Les inventions qui vont en se multipliant actuellement avec une rapidité toujours croissante sont d'autant plus dangereuses qu'elles mettent en jeu des forces dont la véritable nature est entièrement inconnue de ceux mêmes qui les utilisent. Et cette ignorance est la meilleure preuve de la nullité de la science moderne sous le rapport de la valeur explicative, donc en tant que connaissance, même bornée au seul domaine physique. En même temps, le fait que les applications pratiques ne sont nullement empêchées par là montre que cette science est bien orientée uniquement dans un sens intéressé, que c'est l'industrie qui est le seul but réel de toutes ces recherches. Comme le danger des inventions, même de celles qui ne sont pas expressément destinées à jouer un rôle funeste à l'humanité et qui n'en causent pas moins tant de catastrophes, sans parler des troubles insoupçonnés qu'elles provoquent dans l'ambiance terrestre, comme ce danger, disons-nous, ne fera sans doute qu'augmenter encore dans des proportions difficiles à déterminer, il est permis de penser, sans trop d'invraisemblance, ainsi que nous l'indiquions déjà précédemment, que c'est peut-être par là que le monde moderne en arrivera à se détruire lui-même, s'il est incapable de s'arrêter dans cette voie pendant qu'il en est encore temps. Mais il ne suffit pas de faire, en ce qui concerne les inventions modernes, les réserves qui s'imposent en raison de leur côté dangereux, et il faut aller plus loin. Les prétendus bienfaits de ce qu'on est convenu d'appeler le progrès, entre guillemets, et qu'on pourrait en effet consentir à désigner ainsi, si l'on prenait soin de bien spécifier qu'il ne s'agit que d'un progrès tout matériel, ces bienfaits, entre guillemets, tant vantés ne sont-ils pas en grande partie illusoires? Les hommes de notre époque prétendent par là accroître leur bien-être, entre guillemets. Nous pensons pour notre part que le but qu'ils se proposent ainsi, même s'il était atteint réellement, ne vaut pas qu'on y consacre tant d'efforts, mais de plus, il nous semble très contestable qu'il soit atteint. Tout d'abord, il faudrait tenir compte du fait que tous les hommes n'ont pas les mêmes goûts, ni les mêmes besoins, qu'il en est encore malgré tout qui voudraient échapper à l'agitation moderne, à la folie de la vitesse, et qui ne le peuvent plus. Osera-t-on soutenir que, pour cela, ce soit un bienfait entre guillemets que de leur imposer ce qui est le plus contraire à leur nature? On dira que ces hommes sont peu nombreux aujourd'hui, et on se croira autorisé par là à les tenir pour quantité négligeable. Là, comme dans le domaine politique, la majorité s'arroge le droit d'écraser les minorités, qui, à ses yeux, ont évidemment tort d'exister, puisque cette existence même va à l'encontre de la manie égalitaire de l'uniformité. Mais si l'on considère l'ensemble de l'humanité au lieu de se borner au monde occidental, la question change d'aspect. La majorité de tout à l'heure ne va-t-elle pas devenir une minorité? Aussi n'est-ce plus le même argument qu'on fait valoir dans ce cas, et par une étrange contradiction, c'est au nom de leur supériorité,
entre guillemets, que ces égalitaires, entre guillemets, veulent imposer leur civilisation au reste du monde, et qu'ils vont porter le trouble chez des gens qui ne leur demandaient rien. Et comme cette supériorité n'existe qu'au point de vue matériel, il est tout naturel qu'elle s'impose par les moyens les plus brutaux. Qu'on ne s'y méprenne pas d'ailleurs. Si le grand public admet de bonne foi ces prétextes de civilisation, entre guillemets, il en est certain pour qui ce n'est qu'une simple hypocrisie moraliste, entre guillemets, un masque de l'esprit de conquête et des intérêts économiques. Mais quelle singulière époque que celle où tant d'hommes se laissent persuader qu'on fait le bonheur d'un peuple en l'asservissant, en lui enlevant ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa propre civilisation, en l'obligeant à adopter des mœurs et des institutions qui sont faites pour une autre race, et en l'astreignant aux travaux les plus pénibles pour lui faire acquérir des choses qui lui sont de la plus parfaite inutilité. Car c'est ainsi. L'Occident moderne ne peut tolérer que des hommes préfèrent travailler moins et se contenter de peu pour vivre. Comme la quantité seule compte, et comme ce qui ne tombe pas sous les sens est d'ailleurs tenu pour inexistant, il est admis que celui qui ne s'agite pas et qui ne produit pas matériellement ne peut être qu'un paresseux, entre guillemets. Sans même parler à cet égard des appréciations portées couramment sur les peuples orientaux. Il n'y a qu'à voir comment sont jugés les ordres contemplatifs, et cela jusque dans les milieux soi-disant religieux. Dans un tel monde, il n'y a plus aucune place pour l'intelligence, ni pour tout ce qui est purement intérieur, car ce sont là des choses qui ne se voient, ni ne se touchent, qui ne se comptent, ni ne se pèsent. Il n'y a de place que pour l'action extérieure sous toutes ses formes, y compris les plus dépourvues de toute signification. Aussi, ne faut-il pas s'étonner que la manie anglo-saxonne, du sport, entre guillemets, gagne chaque jour du terrain. L'idéal de ce monde, c'est l'animal humain, entre guillemets, qui a développé au maximum sa force musculaire. Ces héros, ce sont les athlètes, fussent-ils des brutes, ce sont ceux-là qui suscitent l'enthousiasme populaire. C'est pour leurs exploits que les foules se passionnent. Un monde où l'on voit de telles choses est vraiment tombé bien bas et semble bien près de sa fin. Cependant, plaçons-nous pour un instant au point de vue de ceux qui mettent leur idéal dans le bien-être matériel, entre guillemets, et qui, à ce titre, se réjouissent de toutes les améliorations apportées à l'existence par le progrès moderne. Sont-ils bien sûrs de n'être pas dupes? Est-il vrai que les hommes soient plus heureux aujourd'hui qu'autrefois parce qu'ils disposent de moyens de communication plus rapides ou d'autres choses de ce genre, parce qu'ils ont une vie plus agitée et plus compliquée? Il nous semble que c'est tout le contraire. Le déséquilibre ne peut être la condition d'un véritable bonheur. D'ailleurs, plus un homme a de besoins, plus il risque de manquer de quelque chose, et par conséquent d'être malheureux. La civilisation moderne vise à multiplier les besoins artificiels, et comme nous le disions déjà plus haut, elle créera toujours plus de besoins qu'elle n'en pourra satisfaire, car une fois qu'on s'est engagé dans cette voie, il est bien difficile de s'y arrêter, et il n'y a même aucune raison de s'arrêter à un point déterminé. Les hommes ne pouvaient éprouver aucune souffrance d'être privés de choses qui n'existaient pas, et auxquelles ils n'avaient jamais songé. Maintenant, au contraire, ils souffrent forcément si ces choses leur font défaut, puisqu'ils se sont habitués à les regarder comme nécessaires, et que, en fait, elles leur sont vraiment devenues nécessaires. Aussi s'efforcent-ils par tous les moyens d'acquérir ce qui peut leur procurer toutes les satisfactions matérielles, les seules qu'ils soient capables d'apprécier. Il ne s'agit que de gagner de l'argent, entre guillemets, parce que c'est là ce qui permet d'obtenir ces choses, et plus on en a, plus on veut en avoir encore, parce qu'on se découvre sans cesse des besoins nouveaux, et cette passion devient l'unique but de toute la vie. De là, la concurrence féroce que certains évolutionnistes, entre guillemets, ont élevée à la dignité de loi scientifique sous le nom de lutte pour la vie, entre guillemets, et dont la conséquence logique est que les plus forts, au sens le plus étroitement matériel de ce mot, ont seuls droit à l'existence. De là aussi l'envie et même la haine dont ceux qui possèdent la richesse sont l'objet de la part de ceux qui en sont dépourvus. Comment des hommes à qui on a prêché les théories égalitaires, entre guillemets, pourraient-ils ne pas se révolter en constatant autour d'eux l'inégalité sous la forme qui doit leur être la plus sensible parce qu'elle est de l'ordre le plus grossier? Si la civilisation moderne devait s'écrouler quelques jours sous la poussée des appétits désordonnés qu'elle a fait naître dans la masse, il faudrait être bien aveugle pour n'y pas voir le juste châtiment de son vice fondamental, ou, pour parler sans aucune phraséologie morale, le choc en retour, entre guillemets, de sa propre action dans le domaine même où elle s'est exercée. Il est dit dans l'Évangile, « Celui qui frappe avec l'épée périra par l'épée. Celui qui déchaîne les forces brutales de la matière périra écrasé par ces mêmes forces, dont il n'est plus maître lorsqu'il les a imprudemment mises en mouvement, et qu'il ne peut se vanter de retenir indéfiniment dans leur marche fatale.
force de la nature ou force des masses humaines, où les unes et les autres tout ensemble, peu importe, ce sont toujours les lois de la matière qui entrent en jeu, et qui brisent inexorablement celui qui a cru pouvoir les dominer sans s'élever lui-même au-dessus de la matière. Et l'Évangile dit encore, « Toute maison divisée contre elle-même s'écroulera ». Cette parole aussi s'applique exactement au monde moderne, avec sa civilisation matérielle qui ne peut, par sa nature même, que susciter partout la lutte et la division. La conclusion est trop facile à tirer, et il n'est pas besoin de faire appel à d'autres considérations pour pouvoir, sans crainte de se tromper, prédire à ce monde une fin tragique. À moins qu'un changement radical, allant jusqu'à un véritable retournement, ne survienne à brève échéance.